Dans la pénombre douillette d'un salon baigné par la lueur vacillante d'un vieux lampadaire, trois âmes inséparables partageaient un moment d'intimité, un rituel sacré forgé au fil des ans. Chloé, avec son esprit affûté et son pragmatisme à toute épreuve, sirotait son thé, les sourcils légèrement froncés en signe de concentration. À ses côtés, Léo, l'aventurier téméraire aux yeux pétillants d'une curiosité insatiable, esquissait des plans audacieux sur une feuille froissée. En face d'eux, Maya, la rêveuse sensible, semblait absente, son regard perdu dans les volutes de fumée d'encens qui s'élevaient lentement vers le plafond. Leur lien, tissé de rires partagés, de chagrins apaisés et de secrets murmurés sous la voûte étoilée, était indéfectible, une encre solide dans le tumulte de leur jeune vie. C'est Léo qui brisa le silence feutré, sa voix empreinte d'une excitation contenue. Et si on explorait le vieux cimetière ce soir? L'idée, jetée comme une grenade dégoupillée, fit l'effet d'une onde de choc. Le cimetière abandonné, niché à la périphérie de la ville, était depuis toujours le sujet de rumeurs chuchotées, un lieu maudit où les âmes errantes refusaient de trouver le repos. Sa réputation hantée était bien ancrée dans le folklore local, et peu osaient s'y aventurer après la tombée de la nuit. Chloé la première réagit, son pragmatisme reprenant le dessus. « Léo, tu es sérieux? C'est ridicule. Il n'y a rien là-bas à part de vieilles pierres et des histoires stupides pour effrayer les enfants. » Sa résistance était palpable, ancrée dans sa logique inébranlable. Mais Léo, avec son sourire charmeur et son insistance persuasive, savait comment briser ses défenses. Il arguait que ce serait une aventure, une occasion de prouver que leur peur n'était que des illusions. Maya, quant à elle, émit un soupir lourd, ses yeux sombres reflétant une intuition désagréable. « Je ne sais pas, Léo. J'ai un mauvais pressentiment. Comme si quelque chose nous attendait là-bas, quelque chose de sombre. » Mais sa voix douce fut balayée par l'enthousiasme grandissant de Léo et la curiosité naissante de Chloé, qui, malgré ses réticences initiales, sentait l'attrait de l'interdit. Elle céda, non sans un frisson d'appréhension. La nuit était tombée, enveloppant la ville dans un manteau d'encre. La lune, fine faucille blafarde, peinait à percer l'épais rideau de nuages. Armés de torches et d'un mélange d'excitation et de nervosité, les trois amis s'engagèrent sur le sentier envahi par la végétation qui menait au cimetière. Les grilles rouillées gémirent sous le poids de leurs mains, dévoilant un monde figé dans le temps. L'ambiance était lugubre, imprégnée d'une odeur de terre humide et de mousse ancienne. Les tombes, penchées et fissurées, se dressaient comme des sentinelles silencieuses, leurs inscriptions effacées par les assauts du temps. Les ombres dansantes, projetées par la lumière vacillante de leurs torches, prenaient des formes grotesques, transformant chaque pierre tombale en une silhouette menaçante. Un silence oppressant régnait, brisé seulement par le crissement de leurs pas sur les feuilles mortes et le battement accéléré de leur cœur. Chloé, malgré ses tentatives de rationalisation, sentait une angoisse grandissante serrer sa poitrine. Léo, habituellement si désinvolte, avançait avec une prudence inaccoutumée. Maya, elle, serrait ses bras autour d'elle, ses sens en alerte, convaincue qu'il n'était pas seul. Un sentiment d'être épié, d'abord subtil, comme un souffle froid sur la nuque, puis de plus en plus palpable, s'installa entre eux. Chaque craquement de branches, chaque bruissement lointain était amplifié, transformé en une menace invisible. Au cœur du cimetière, au milieu d'un bosquet d'arbres noueux, ils découvrirent une tombe plus ancienne que les autres, à l'écart, presque oubliée. Sa pierre tombale était non seulement fissurée, mais semblait avoir été profanée, des morceaux de marbre jonchant le sol. Une force étrange émanait de cet endroit, une énergie lourde et froide qui fit frissonner même le stoïque Léo. C'était un lieu de désolation, où la douleur semblait s'être cristallisée. C'est alors que Léo aperçut un objet partiellement enfoui dans la terre meuble, près de la tombe. Une petite figurine sculptée dans un bois sombre, au contour étrange, presque primitif.
malgré les avertissements silencieux de Maya, dont le pressentiment s'était transformé en une certitude glaciale, et le regard inquiet de Chloé, Léo ne put résister à l'attrait de l'objet. Il s'agenouilla et, d'une main hésitante, le déterra. La figurine était froide au toucher, mais une chaleur étrange semblait émaner d'elle, une chaleur qui n'avait rien de réconfortant. Au moment où Léo la saisissait, un son distinct, un froissement de feuilles, se fit entendre juste derrière eux. Un froissement net, comme si quelqu'un venait de marcher. Pourtant, il n'y avait pas de vent. Les trois amis se figèrent, leurs regards se croisant dans l'obscurité, les pupilles dilatées par la peur. Le silence qui suivit fut encore plus assourdissant que le bruit lui-même. C'était un silence lourd de la promesse d'une présence invisible, d'une ombre qui venait de s'éveiller. Ils n'étaient plus seuls, et ce qu'ils avaient réveillé ne semblait pas vouloir les laisser partir. Leur cœur battait à l'unisson, une cacophonie de terreur dans la nuit. La figurine dans la main de Léo semblait vibrer, comme si elle avait trouvé son maître, ou sa proie. La nuit n'était pas encore terminée, et l'aventure venait à peine de commencer. Mais pour les trois amis, le chemin du retour semblait déjà bien plus long et périlleux que prévu. Le retour du cimetière se fit dans un silence pesant, la tension palpable dans l'habitacle de la vieille voiture de Léo. Les phares balayaient la route sinueuse, découpant des fragments d'ombre et de lumière, mais ne parvenant pas à dissiper l'obscurité qui s'était installée entre les amis. Chloé, les mains serrées sur ses genoux, tentait désespérément de rationaliser les événements. Le froissement de feuilles, le sentiment d'être épié, la force étrange émanant de la tombe profanée, tout cela devait être le fruit de leur imagination collective, exacerbée par l'ambiance lugubre et leur propre audace. Elle se répétait que la peur était un puissant architecte d'illusions, que le cerveau humain était capable de créer des menaces là où il n'y avait que le vide. Ses lèvres esquissaient des explications logiques, des arguments scientifiques, mais ses propres mots sonnaient creux, incapables de calmer le tumulte qui agitait son esprit. Maya, assise à l'arrière, était visiblement perturbée. Son visage, pâle dans la lumière du tableau de bord, portait les marques d'une angoisse profonde. Elle serrait l'objet trouvé par Léo contre sa poitrine, comme si elle cherchait à le protéger, ou, au contraire, à se protéger de lui. « Nous n'étions pas seuls », murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible. « Quelque chose nous a suivis. Je le sens. » Ses yeux, grands et cernés, dartèrent un regard insistant vers Léo, puis vers Chloé, cherchant une validation, une compréhension. Mais seule la peur silencieuse lui répondit. Léo, au volant, affichait une bravade forcée. Il tentait de siffloter une mélodie entraînante, mais les notes s'éteignaient, étouffées par sa propre inquiétude. Il avait ramené la figurine, l'avait glissée dans sa poche, prétextant une simple curiosité archéologique. Mais au fond de lui, une voix insistante lui soufflait qu'il avait commis une erreur irréversible. Le poids de l'objet dans sa poche lui semblait plus lourd à chaque kilomètre parcouru. Il sentait sur sa nuque le même souffle froid que dans le cimetière, une sensation persistante et désagréable. Les jours qui suivirent furent étranges, empreints d'une atmosphère lourde et irréelle. Les premiers incidents étranges ne tardèrent pas à se manifester, et c'est chez Léo qu'ils firent leur apparition. Des objets se déplaçaient d'eux-mêmes. Une tasse qui glissait du comptoir et se brisait sans raison. Une porte qui claquait violemment, alors qu'il n'y avait aucun courant d'air. Des livres qui tombaient des étagères. Des bruits inexplicables résonnaient dans la maison. Des grincements, des soupirs, des chuchotements indistincts qui semblaient émaner des murs eux-mêmes, surtout la nuit. Léo tentait de les ignorer, de les attribuer à la vieillesse de sa maison, à sa propre fatigue. Il les cachait à ses amis, craignant leur moquerie, de passer pour fous. Comment expliquer qu'une ombre fugace semblait le suivre du coin de l'œil, disparaissant dès qu'il tournait la tête?
Comment admettre qu'il se sentait observé, même dans l'intimité de sa chambre? Pendant ce temps, Maya ressentait une présence grandissante, une énergie froide et insistante qui semblait s'infiltrer partout. Elle l'apercevait comme une ombre invisible, une entité silencieuse qui s'accrochait à Léo, puis s'étendait, touchant leurs vies à tous. Elle était convaincue que cette présence était inextricablement liée à l'objet que Léo avait ramené du cimetière. Chaque fois qu'elle était en présence de Léo, un frisson la parcourait, une sensation désagréable de n'être pas seule. Ses rêves devenaient agités, peuplés de silhouettes indistinctes et de murmures incompréhensibles. Chloé, malgré ses efforts pour rester ancrée dans la logique, commençait à douter. Les rationalisations qu'elle s'était construites s'effritaient peu à peu face à l'étrangeté des événements. Les appels paniqués de Léo à propos de ces objets qui bougeaient, les nuits blanches de Maya hantées par des sensations inexplicables, tout cela ne pouvait plus être attribué à la simple imagination. Une part d'elle, la part pragmatique qu'elle chérissait tant, commençait à vaciller. Un après-midi, alors qu'ils étaient tous les trois réunis chez Léo, tentant de regarder un film pour se changer les idées, un détail attira l'attention de Chloé. Une petite figurine sculptée, posée négligemment sur la table basse, à côté d'une pile de magazines. C'était l'objet ramené du cimetière. Léo l'avait oublié là, dans sa tentative de minimiser son importance. Chloé le ramassa, le tournant entre ses doigts, sentant la même froideur étrange que Léo avait décrite. Maya, qui l'avait aussitôt reconnu, la rejoignit, son regard sombre fixant l'objet. « C'est ça », dit Maya d'une voix grave. « C'est ce qui nous suit. » Léo pâlit, pris au dépourvu. Il tenta d'esquiver, de minimiser la chose, de prétendre que ce n'était qu'un simple souvenir sans importance. Mais les regards insistants de ses amis ne lui laissaient aucune échappatoire. « Où l'as-tu trouvé, Léo ?» demanda Chloé, sa voix empreinte d'une gravité nouvelle. « Et pourquoi ne nous en as-tu pas parlé ?» Les questions fusaient, pressantes, exigeant des explications qu'il ne pouvait ou ne voulait pas donner. Alors qu'il tentait maladroitement de justifier son acte, une ombre fugace traversa le couloir, juste à la périphérie de leur vision. Une forme indistincte, plus sombre que l'obscurité elle-même, qui disparut aussi vite qu'elle était apparue. Les trois amis se figèrent, le cœur battant la chamade. Ils avaient tous les trois vu la même chose. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent, toutes ces rationalisations s'effondrèrent d'un coup. La peur, une peur viscérale et irréfutable, les envahit. Leurs pires craintes venaient d'être confirmées. Ils n'étaient pas fous. Et ils n'étaient définitivement pas seuls. La figurine dans la main de Chloé semblait émettre une vibration imperceptible, comme un écho lointain de la présence qui venait de se manifester. La partie n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Et l'entité qu'ils avaient ramenée avec eux semblait avoir des plans bien plus sombres que de simples farces. Les manifestations paranormales, jusqu'alors sporadiques et subtiles, s'intensifièrent avec une rapidité terrifiante. Ce qui avait commencé par des objets déplacés chez Léo se mua rapidement en un phénomène plus insidieux et généralisé. Les événements ne se limitaient plus à la maison de Léo. Ils s'étaient propagés, comme une maladie contagieuse, aux demeures de Chloé et de Maya. Chez Chloé, des portes claquaient sans courant d'air, des lumières s'allumaient et s'éteignaient d'elles-mêmes, et des murmures indistincts semblaient parfois flotter dans l'air silencieux de la nuit. Elle tentait de les ignorer, de les attribuer à la fatigue, à l'imagination, mais le doute s'installait, rongeant sa certitude. Maya, quant à elle, était la plus affectée. Ces nuits étaient devenues un véritable calvaire, peuplé de cauchemars récurrents et d'une vivacité troublante. Elle se retrouvait plongée dans des scènes macabres, des visions fragmentées d'un cimetière ancien, d'une tombe profanée, et surtout d'une figure indistincte, toujours à la périphérie de sa perception, dont la présence glaçait le sang. Ses rêves la laissaient épuisée et terrifiée, mais paradoxalement, elle en tirait aussi une étrange connaissance, des bribes d'informations qui semblaient cruciales. Les trois amis partageaient leurs expériences,
leur voix se faisant plus tremblante à chaque nouveau récit, leur lien d'amitié mis à rude épreuve par ce stress constant et cette peur omniprésente. Ils passaient des heures au téléphone, cherchant du réconfort, mais ne trouvant que l'écho de leur propre angoisse. Léo, le plus directement ciblé par la présence, devenait de plus en plus irritable et distant. L'entité semblait s'accrocher à lui, drainant son énergie, sapant sa bonne humeur habituelle. Ses yeux étaient cernés, son rire s'était éteint, remplacé par une mélancolie lourde et une anxiété palpable. Il sursautait au moindre bruit, ses nerfs à vif. Il se sentait constamment observé, même seul dans sa chambre, une sensation oppressante qui ne le quittait jamais. Il avait l'impression que la présence se nourrissait de sa peur, devenant plus forte à mesure qu'il s'affaiblissait. Maya, avec sa sensibilité accrue, était la première à percevoir que ces manifestations n'étaient pas aléatoires. À travers ses rêves et son intuition affûtée, elle commençait à assembler des fragments d'une histoire ancienne. Des images de trahison, de chagrin et de colère montaient à la surface de son esprit comme des bulles dans un lac sombre. Elle voyait des visages flous, des lieux inconnus, mais une émotion claire, une souffrance profonde qui imprégnait chaque vision. Elle tentait d'expliquer cela à Chloé et Léo, mais ces mots semblaient insuffisants pour décrire l'intensité de ce qu'elle ressentait. Chloé, armée de sa logique inébranlable, s'efforçait de trouver des explications rationnelles. Elle passait des heures en ligne, cherchant des canulars, des phénomènes psychologiques, des explications scientifiques aux bruits et aux mouvements. Elle installait des capteurs, des caméras, espérant démasquer un farceur ou une défaillance technique. Mais chaque tentative échouait. Les caméras ne montraient rien, les capteurs restaient muets face aux anomalies les plus flagrantes. Le silence des preuves rendait la situation encore plus terrifiante. Il n'y avait pas d'explication normale. Sa rationalité, si longtemps son bouclier, commençait à se fissurer. La présence, quant à elle, ne se contentait plus de simples perturbations physiques. Elle commençait à communiquer, non pas par des mots audibles, mais par des symboles et des sensations oppressantes. Des motifs étranges apparaissaient sur les murs de la chambre de Léo, comme des graffitis invisibles qui n'étaient perceptibles que par un certain angle de lumière ou par un sentiment de malaise qui les accompagnait. Des objets se réorganisaient pour former des figures cryptiques. La température chutait brusquement dans certaines pièces, accompagnée d'un sentiment de désespoir ou de colère intense. Un soir, Léo découvrit un message cryptique dans sa maison. Sur son miroir de salle de bain, des buées s'étaient formées en plein milieu de la nuit, dessinant des lettres et des chiffres incompréhensibles, une sorte de charade macabre. La buée n'était pas due à l'humidité. Elle était glaciale au toucher. Ce n'était pas un simple avertissement, c'était une provocation directe, une intrusion intime qui le poussa au bord de la panique. Il appela Chloé et Maya, sa voix brisée par la peur, les suppliant de venir. En arrivant, Chloé et Maya furent frappées par l'atmosphère lourde et glaciale qui régnait chez Léo. Le message sur le miroir était encore visible, une suite de symboles étranges qui semblaient défier toute logique. C'était une signature, une preuve indéniable que la présence n'était pas aléatoire. Elle les suivait, les observait, et maintenant, elle tentait d'établir un contact, à sa manière tordue et terrifiante. Ils se rendirent compte que la présence n'était pas un esprit errant sans but, mais une entité avec une intention, une volonté propre. Alors qu'ils examinaient le message, la figurine que Léo avait ramenée du cimetière, posée sur la commode, se mit à vibrer légèrement. Une lueur faible émanait d'elle, une lumière grisâtre et maladive. Ce n'était pas un simple souvenir, ni un objet inoffensif. C'était un catalyseur, une encre, peut-être même un réceptacle. Une révélation choquante frappa les trois amis simultanément. Cet objet n'était pas seulement le déclencheur de leur malheur, il était la clé de tout, le lien tangible entre leur monde et celui de l'entité. L'objet semblait murmurer des secrets anciens,
des vérités enfouies, et ils comprirent que leur aventure dans le cimetière n'avait pas seulement réveillé quelque chose, elle l'avait ramené à la maison, scellant leur destin à celui d'une entité en quête de quelque chose d'indicible. Ils étaient liés à elle, et elle à eux. Et le jeu ne faisait que commencer. La révélation concernant l'objet maudit avait jeté une lumière crue sur leur situation. Ce n'était pas une simple fantaisie, ni une série de coïncidences malheureuses. Ils étaient enchaînés à une force invisible, et la figurine était le maillon de cette chaîne. Face à cette évidence terrifiante, la peur s'était muée en une détermination froide. Il fallait comprendre, comprendre pour survivre, comprendre pour se libérer. La première étape, évidente, était de retourner à la source de leurs problèmes. Le cimetière, et plus précisément, la tombe profanée. Le lendemain, le trio se retrouva à la bibliothèque municipale, un lieu qu'ils n'auraient jamais pensé fréquenter pour résoudre un problème paranormal. Chloé, avec sa rigueur habituelle, se plongea dans les archives locales, les registres paroissiaux et les vieux journaux. Léo, malgré son anxiété palpable, l'aida à chercher des cartes anciennes et des documents historiques. Maya, quant à elle, fermait les yeux par intermittence, laissant son intuition la guider à travers les allées poussiéreuses, comme si les échos du passé flottaient encore entre les étagères. Leurs recherches les menèrent rapidement à une histoire tragique, celle de la famille Dubois, dont la tombe qu'ils avaient profanée était le dernier vestige. Le nom d'Élise Dubois apparut avec une fréquence déconcertante. Née à la fin du XIXe siècle, Élise était décrite comme une jeune femme d'une beauté saisissante et d'un esprit vif, dont la vie avait été brutalement écourtée à l'âge de 20 ans. Les registres indiquaient une mort par fièvre subite, un diagnostic vague et commode pour l'époque. Mais les vieux articles de journaux, jaunis et fragiles, suggéraient autre chose. Des rumeurs de trahison, de jalousie et de scandale entouraient sa mort, des murmures qui n'avaient jamais été officiellement confirmés, mais qui persistaient dans la mémoire collective. Certains articles faisaient allusion à un amour interdit, d'autres à des machinations financières, tous pointant vers un meurtre déguisé en maladie naturelle. Maya, plongée dans une sorte de transe légère, se mit à décrire des scènes avec une précision troublante. Elle voyait Élise, vêtue d'une robe de dentelle blanche, riant dans un jardin fleuri, puis une dispute violente avec un homme dont le visage restait flou. Elle percevait la peur, la confusion et enfin une sensation de froid intense, comme si son souffle avait été volé. Chloé, ébahie, retrouva dans les archives des détails qui corroboraient les visions de Maya, l'existence d'un jardin attenant à la propriété familiale des Dubois, les descriptions des vêtements de l'époque, et même un fait divers mineur concernant une dispute familiale quelques jours avant le décès d'Élise. La logique de Chloé, si longtemps leur encre, commençait à s'incliner devant l'inexplicable, se transformant en un outil pour déchiffrer les mystères d'un autre plan d'existence. Léo, lui, portait le poids de la culpabilité. Chaque nouvelle découverte renforçait sa conviction que c'était lui, par son imprudence, qui avait libéré cette force. La figurine, qu'il avait toujours sur lui, semblait vibrer de plus en plus fort à mesure qu'il déterrait les secrets d'Élise. Il la serrait dans sa main, sentant une chaleur anormale émaner d'elle, comme un cœur qui battait. Il était désormais certain que l'objet n'était pas seulement la clé de la présence, mais qu'il était intrinsèquement lié à Élise, peut-être un de ses biens les plus chers, un talisman imprégné de son essence. À mesure que les amis avançaient dans leur découverte, l'entité, la présence d'Élise, se manifestait de manière plus agressive. Ce n'étaient plus des objets qui bougeaient ou des bruits lointains. Des coups sourds résonnaient dans les murs de leur maison, des objets tombaient des étagères avec une violence inouïe. Et les cauchemars devenaient des terreurs nocturnes, les laissant épuisés et effrayés au réveil. La température dans leur maison chutait de manière drastique, et une odeur de terre humide et de fleurs fanées, celle du cimetière, emplissait l'air.
C'était comme si Élise s'agitait, comme si chaque fragment de son histoire retrouvée ravivait sa colère et sa douleur. Ils comprirent alors la véritable nature de la présence. L'esprit d'Élise n'était pas malveillant par essence, mais tourmenté. Elle ne cherchait pas à les nuire gratuitement, mais à obtenir justice. Elle était une âme sans repos, prisonnière d'une injustice passée, et leur intrusion, en ramenant l'objet, avait rouvert une blessure qui n'avait jamais cicatrisé. Elle cherchait la vérité, voulait que son histoire soit entendue, que ses assassins soient démasqués. Elle les avait suivis, non pas pour les hanter, mais pour les utiliser comme des instruments, des véhicules pour atteindre son but ultime. Un après-midi, alors qu'ils étaient réunis chez Chloé, une manifestation plus claire et plus terrifiante se produisit. Le miroir du salon se couvrit de buée, et cette fois, des mots y apparurent, tracés avec une écriture élégante mais tremblante. « Il m'a trahi. Il m'a tué. Le jardin. Le duc. » Le message était clair, une accusation directe. Le duc était un titre de noblesse. Mais les recherches de Chloé n'avaient fait aucune mention d'un duc dans la lignée des Dubois. Cependant, le mot « jardin » fit écho aux visions de Maya. Cette révélation changea tout. Ce n'était pas seulement une affaire familiale. Quelqu'un d'autre était impliqué, quelqu'un de puissant, probablement assez influent pour étouffer un meurtre et le faire passer pour une mort naturelle. L'esprit d'Élise ne demandait pas seulement la vérité, elle réclamait la justice contre un adversaire redoutable. Les amis réalisèrent que leur quête pour aider Élise les plongeait désormais au cœur d'un secret vieux de plus d'un siècle. Un secret qui impliquait une figure de pouvoir, capable de manipuler les événements à sa guise. Le frisson qui les parcourut n'était plus seulement celui de la peur du surnaturel, mais celui, bien plus concret, d'affronter un adversaire humain, dont l'influence pourrait encore se faire sentir à travers le temps. Ils étaient désormais des détectives de l'au-delà, mais aussi des menaces potentielles pour des secrets bien gardés. Les amis, galvanisés par le message d'Élise et la révélation du duc, se lancèrent dans une quête frénétique pour identifier cette figure énigmatique. Les archives locales devinrent leur champ de bataille, les vieux registres de propriété et les arbres généalogiques, leurs armes. Chloé, avec sa logique implacable, traqua les noms, les titres, les alliances matrimoniales des familles influencées par les Dubois. Maya, quant à elle, se fiait à ses visions, des éclairs de mémoire du passé qui la guidaient à travers les dédales de l'histoire. Léo, le plus affecté par l'objet du cimetière, ressentait une connexion étrange avec Élise, comme si son esprit lui murmurait des indices à travers ses propres pensées. C'est ainsi qu'ils découvrirent l'existence de la famille de Valois, une lignée aristocratique dont l'influence s'était étendue sur la région pendant des siècles. Un nom en particulier, celui d'Armand de Valois, réapparut avec une insistance troublante. Il était un contemporain d'Élise, un homme de pouvoir et de prestige, dont la réputation était immaculée en apparence, mais dont les archives révélaient des liens étroits et complexes avec la famille Dubois. Plus troublant encore, le nom de son descendant direct, un certain Monsieur Henri de Valois, était aujourd'hui synonyme de respectabilité, un philanthrope reconnu dans la communauté, président de plusieurs associations caritatives et propriétaire de vastes terres ancestrales. Il était l'incarnation de l'intégrité, au-dessus de tout soupçon. La présence d'Élise, comme si elle avait senti leur avancée, devint plus forte, plus insistante. Les manifestations n'étaient plus de simples avertissements. Elles étaient des attaques directes. Des objets volaient à travers les pièces, des portes claquaient avec une force surnaturelle, et des murmures glaçants remplissaient l'air, prononçant le nom d'Armand, puis celui d'Henri. Léo commença à présenter des signes inquiétants. Il devenait pâle, hagard, ses yeux souvent perdus dans le vide, comme s'il voyait des choses que les autres ne pouvaient percevoir. Parfois, sa voix changeait, prenant une tonalité plus ancienne, plus mélancolique, et il prononçait des phrases qui n'étaient pas les siennes, des lamentations sur la trahison et la douleur. Chloé et Maya comprirent avec effroi qu'Élise, dans son désespoir de se faire entendre,
utilisait Léo comme un réceptacle, le possédant par intermittence. Elles durent lutter pour le protéger, pour le ramener à la raison. Des nuits entières furent passées à veiller sur lui, à lui parler, à tenter de dissiper l'emprise. Elles tentèrent des rituels de protection, des prières, tout ce qu'elles purent trouver dans les vieux livres et sur Internet, dans une tentative désespérée de repousser l'esprit d'Élise sans l'offenser. Mais l'esprit était puissant, et sa détermination inébranlable. Le jardin mentionné dans le message d'Élise hantait les visions de Maya. Un jardin luxuriant, mais étrangement silencieux, avec une fontaine en son centre et un banc de pierre sous un saule pleureur. Grâce à ses recherches, Chloé découvrit que ce jardin appartenait autrefois à la propriété des de Valois et qu'il était aujourd'hui intégré au vaste domaine d'Henri de Valois. Ce détail confirmant le lien, elles décidèrent qu'il était temps de confronter Monsieur de Valois. Elles organisèrent une rencontre, sous le prétexte d'un projet de recherche historique sur la région. Henri de Valois, charmé et flatté, accepta sans hésitation. Il les reçut dans son manoir imposant, un lieu qui respirait l'histoire et la richesse. L'atmosphère était lourde, imprégnée d'une tension palpable que seul Léo semblait ressentir de manière aiguë. Ses yeux balayaient les pièces, s'arrêtant parfois sur des portraits anciens, comme si Élise cherchait à reconnaître des visages familiers. Au cours de la conversation, Chloé, avec une subtilité maîtrisée, introduisit le sujet de la famille Dubois et de l'affaire d'Élise. Le sourire d'Henri de Valois vacilla un instant, un imperceptible froncement de sourcils trahissant une gêne. Il balaya l'histoire d'un revers de main, la qualifiant de vieille superstition de village, de ragot sans fondement. Mais les amis sentirent la rigidité de son corps, la tension de ses mains jointes. C'est à ce moment précis que l'objet du cimetière, que Léo portait discrètement sur lui, réagit violemment. Il se mit à vibrer, à émettre une lumière pâle et pulsante, et une chaleur intense s'en dégagea, brûlant la peau de Léo à travers ses vêtements. Léo laissa échapper un gémissement de douleur, et ses yeux se brouillèrent, remplis d'une rage que les amis reconnurent comme celle d'Élise. D'une voix gutturale, qui n'était pas la sienne, il s'écria, pointant un doigt tremblant vers Henri de Valois. « Le jardin, le poison, vous saviez. » Le visage d'Henri de Valois se décomposa. La façade de respectabilité s'effondra, révélant une peur panique. Il tenta de se reprendre, de les accuser de folie, mais ses mots étaient faibles, tremblants. Maya, soudain prise d'une vision fulgurante, vit la scène se dérouler devant elle. Armand de Valois, l'ancêtre d'Henri, offrant à Élise une tisane empoisonnée dans le fameux jardin, sous le saule pleureur, par jalousie et par peur que la jeune femme ne révèle un secret inavouable concernant la fortune des de Valois. L'acte avait été couvert, dissimulé, et la famille Dubois avait été contrainte au silence par la puissance des de Valois. Henri, en tant que descendant, avait hérité de ce secret et l'avait gardé, protégeant l'honneur souillé de sa lignée. La trahison familiale était mise à jour. Le motif du meurtre d'Élise était clair. Elle détenait des informations compromettantes pour la famille de Valois, sans doute sur des malversations ou des scandales financiers qui auraient pu détruire leur réputation et leur fortune. Armand de Valois avait agi pour protéger son héritage, et les Dubois, impuissants, avaient dû accepter la version officielle de la mort d'Élise. Les amis se retrouvèrent face à un dilemme terrifiant. Ils avaient la vérité, la preuve que l'esprit d'Élise avait raison. Mais exposer cette vérité signifiait s'attaquer à un homme puissant, respecté, dont les ramifications s'étendaient dans toute la ville. Leur vie serait en danger, mais laisser l'esprit d'Élise sans repos, c'était trahir leurs promesses. Soudain, la pièce fut plongée dans le froid le plus glacial qu'il n'ait jamais ressenti. Les lumières vacillèrent avant de s'éteindre complètement. Des objets, des vases anciens, des bibelots précieux commencèrent à léviter et à se fracasser contre les murs. Des gémissements de douleur et de rage emplirent l'air,
accompagné d'une odeur écœurante de fleurs fanées. L'esprit d'Élise, enragé par la présence de son bourreau et par le déni de sa descendance, lançait une attaque directe. Henri de Valois, blême de terreur, se recroquevilla sur lui-même, hurlant à l'aide. Il ne s'agissait plus seulement de justice, mais d'une vengeance furieuse et incontrôlable, visant à les empêcher de révéler la vérité, à les réduire au silence, comme Élise l'avait été. Les amis se regardèrent, conscients que le point de non-retour avait été franchi. Le chaos régnait dans la pièce sombre, brisé par les éclairs sporadiques des objets qui se fracassaient. Henri de Valois, recroquevillé, hurlait, sa dignité envolée, remplacée par une terreur primale. Léo, toujours sous l'emprise d'Élise, se tenait droit, le corps tremblant d'une fureur qui n'était pas la sienne, ses yeux fixés sur l'homme terrifié. Chloé et Maya, malgré leur propre peur, savaient qu'il était temps d'agir. L'esprit d'Élise ne se contenterait pas de révélations, il cherchait une justice que seule pouvait l'aider à obtenir. Elles avaient élaboré un plan, une stratégie audacieuse pour forcer Henri de Valois à la confession, à la reconnaissance de la vérité que sa famille avait si longtemps étouffée. L'objet du cimetière, cette petite broche ancienne que Léo avait trouvée près de la tombe d'Élise, serait leur catalyseur. Il était imprégné de l'essence d'Élise, de sa douleur, de sa soif de justice. Elles espéraient que sa puissance, combinée à la présence directe de l'esprit, serait suffisante pour briser la résistance d'Henri. Léo, malgré son état, avait un rôle crucial à jouer. Sa connexion avec Élise était devenue si profonde qu'il était le seul à pouvoir vraiment canaliser sa fureur, à lui donner une voix, une présence palpable. Chloé et Maya l'avaient préparé, lui expliquant que même sous l'influence, ils devaient rester conscients de leur objectif, la vérité. Ils devaient être le pont entre le monde des vivants et celui des morts, le témoin vivant de l'injustice. Leur plan était de piéger Henri de Valois. Elle l'avait attiré chez lui sous un faux prétexte, prétendant vouloir discuter d'une solution pacifique, d'un moyen de calmer l'esprit d'Élise sans exposer sa famille. C'était un pari risqué, car elle savait qu'Henri, malgré sa peur, était un homme retors, habitué à manipuler et à contrôler. Mais la panique qu'il avait montrée quelques instants plus tôt leur donnait un avantage inattendu. La tension était palpable. Chloé se plaça devant Léo, le protégeant du chaos ambiant, tandis que Maya, les yeux mi-clos, tentait de canaliser l'énergie de l'esprit, de diriger sa fureur vers Henri de Valois, plutôt que de la laisser se déchaîner aveuglément. L'odeur de fleurs fanées s'intensifiait, le froid mordait la peau, et les gémissements se transformaient en un murmure plaintif, puis en un cri aigu qui semblait déchirer le tissu même de la réalité. Henri de Valois, les mains plaquées sur ses oreilles, tentait de se boucher les yeux, mais le spectacle était partout. Les portraits de ses ancêtres sur les murs s'inclinaient, leurs yeux semblant le juger. Un miroir ancien se fissura, révélant une image déformée de son propre visage, rongé par la peur et la culpabilité. « Vous ne pouvez pas me faire ça !» balbutia Henri, sa voix étranglée. « Je n'ai rien fait. C'était Armand. C'est le passé. » C'est à ce moment que Léo, d'une voix qui portait l'écho de la souffrance d'Élise, répondit, chaque mot résonnant avec une clarté glaçante, « Le passé n'oublie jamais Henri. La vérité n'est jamais enterrée pour toujours. » L'objet du cimetière, tenu fermement par Léo, vibra avec une intensité folle. Une lumière blanche et pure en émana, enveloppant Henri de Valois. Il gémit, comme si la lumière elle-même le brûlait. Dans cette lumière, des images floues commencèrent à apparaître, comme des projections holographiques. La silhouette d'Armand de Valois, jeune et arrogant, tendant une tasse à une Élise souriante dans le jardin fleuri. Puis le sourire d'Élise se figea, ses mains portées à sa gorge, son corps s'effondrant. La scène était muette, mais la douleur était assourdissante. Ces images, projetées par la puissance de l'esprit d'Élise et amplifiées par l'objet, étaient des aveux visuels,
des preuves irréfutables qui brisaient le masque de respectabilité d'Henri de Valois. Il ne pouvait plus nier. Le poids de la vérité, de la trahison familiale, de la protection d'un secret macabre pesait sur lui. « Non, non », murmura Henri, les larmes coulant sur son visage ridé. « Je n'ai rien fait. Je n'étais qu'un enfant. » « Mais vous avez protégé son secret, » répondit Chloé, sa voix ferme malgré le chaos. « Vous avez laissé son âme errer, sans repos, pendant des décennies. Vous avez perpétué l'injustice. » Maya, sentant la colère d'Élise atteindre son paroxysme, intervint. Elle tendit les mains vers Henri, non pas pour le blesser, mais pour le forcer à regarder, à comprendre. Elle veut que vous reconnaissiez la vérité, Henri, que vous admettiez que sa mort n'était pas un accident. La pièce se calma légèrement, comme si l'esprit d'Élise attendait une réponse, une reconnaissance qui apaiserait sa soif de justice. Les objets cessèrent de léviter, les gémissements s'estompèrent, ne laissant qu'un froid persistant et l'odeur entêtante des fleurs fanées. Henri de Valois, brisé, leva lentement les yeux. Ses traits étaient remarqués par une terreur et une culpabilité profonde. Il regarda Léo, dans les yeux duquel brillait la fureur d'Élise, puis Chloé et Maya, qui représentaient pour lui les messagers d'une vérité qu'il avait toujours cherché à fuir. « C'est vrai, » dit-il, sa voix à peine audible. « Armand a empoisonné Élise, pour la fortune, pour le nom. J'ai toujours su. J'ai vécu avec ce secret toute ma vie. » Un soupir collectif sembla parcourir la pièce, comme si l'air lui-même contenait le soulagement d'une confession attendue depuis longtemps. L'esprit d'Élise, à travers Léo, sembla se détendre un instant. Un sentiment de vengeance et de justice planait dans l'air, mais aussi de grands dangers. Car la vérité, une fois révélée, était une force incontrôlable. Soudain, Henri de Valois, avec une force inattendue, se leva brusquement. Ses yeux, injectés de sang, brillaient d'une nouvelle détermination. La peur avait cédé la place à une rage désespérée. « Vous ne me ferez pas tomber !» cria-t-il, sa voix rauque. « Personne ne le saura. » Il se précipita vers une porte dérobée. Dissimulée derrière une tapisserie ancienne, son intention claire, s'échapper, fuir cette vérité qui menaçait de détruire sa vie, ou pire, de faire taire les amis pour toujours. La confrontation n'était pas finie. Elle venait de prendre une tournure encore plus dangereuse. La course d'Henri de Valois fut brève, mais pleine d'une énergie désespérée. Léo, dont le corps était toujours le vaisseau de la colère d'Élise, réagit avec une célérité surnaturelle. Avant même qu'Henri n'atteigne la porte dérobée, Léo se jeta sur lui, une force invisible le propulsant. L'impact fut brutal, projetant les deux hommes contre le mur lambrissé avec un bruit sourd. Chloé et Maya, prises de court par la soudaineté de l'action, virent la scène se dérouler comme au ralenti, impuissante. Léo, ou plutôt l'esprit d'Élise à travers lui, ne cherchait pas simplement à l'arrêter. Il cherchait la vengeance, pure et implacable. Ses mains, fortes et déterminées, agrippèrent Henri par le col, ses yeux toujours d'un noir abyssal fixant le vieil homme avec une intensité terrifiante. Henri, secoué et suffocant, tentait de se débattre, mais la force qui l'immobilisait était bien au-delà de celle de Léo. C'était la force accumulée de décennies de souffrance et d'injustice. « Il doit payer !» La voix qui sortit de la gorge de Léo n'était pas la sienne. Elle était féminine, stridente, chargée d'une rage froide qui glaçait le sang. C'était la voix d'Élise, exigeant que justice soit rendue par le sang. Chloé, réalisant le danger mortel de la situation, se précipita. Sa pragmatisme, son besoin de contrôle, l'obligeait à intervenir. « Léo, arrête! Ce n'est pas le moyen !» cria-t-elle, essayant de tirer Léo en arrière. Mais ses mains glissèrent sur ses bras, comme s'il était fait de pierre. L'emprise d'Élise était totale.
Maya, quant à elle, sentait l'énergie chaotique tourbillonner autour d'eux. Elle voyait des éclairs de souvenirs, des fragments de la vie d'Élise, se mêler à la fureur présente. Elle comprit que la vengeance, si elle était accomplie de cette manière, ne mènerait qu'à plus de douleur, à une spirale sans fin. Elle devait briser le cycle. « Élise !» s'écria Maya, sa voix empreinte d'une autorité nouvelle, puisée dans sa connexion avec l'au-delà. « Ce n'est pas ce que tu veux. La justice, oui, mais pas le meurtre. » Elle tendit l'objet du cimetière, la petite figurine, vers Léo. L'artefact vibrait, résonnant avec l'esprit tourmenté. À la vue de l'objet, Léo Élise hésita. La rage ne diminua pas, mais un instant de confusion traversa ses traits. C'était l'objet qui l'avait ramené, qui avait servi de lien. Il portait en lui à la fois le souvenir de sa trahison et le début de sa libération. Pendant cette brève pause, Henri de Valois, l'opportuniste, vit une ouverture. Il sortit de sa poche un petit couteau de collection, une relique familiale, et tenta de frapper Léo. Le geste fut rapide, désespéré, mais la force d'Élise était toujours présente. Léo esquiva le coup avec une agilité inattendue, le couteau effleurant son bras. Le sang, un mince filet rouge, perla sur sa peau. La vue du sang, son sang, fit basculer Élise dans une fureur renouvelée. Le contrôle de Léo devint encore plus absolu. Il agrippa le poignet d'Henri, tordant l'arme hors de sa main, puis le poussa violemment contre le mur. Des fissures apparurent dans le plâtre sous l'impact. La vengeance était à portée de main. Chloé et Maya agirent de concert. Chloé, avec une détermination farouche, se jeta de nouveau sur Léo, cette fois-ci avec plus de force, essayant de le retenir physiquement. Maya, les yeux fermés, se concentra. Elle canalisait son énergie, son lien avec l'esprit, non pas pour le renforcer, mais pour le calmer, pour lui montrer une autre voie. « Élise, regarde !» cria Maya, sa voix résonnant dans la pièce. « Regarde ce que tu es devenu. Tu es en train de reproduire la violence qui t'a été faite. Ce n'est pas la paix. » Des images défilèrent dans l'esprit d'Élise, projetées par Maya. Élise, souriante et pleine de vie, avant la trahison. Élise, souffrant de l'empoisonnement. Élise, errant dans l'obscurité, cherchant la lumière. La confrontation physique et émotionnelle atteignait son paroxysme. Les éléments du passé et du présent fusionnaient dans un déchaînement d'énergie. L'esprit d'Élise, confronté à ses visions et à la résistance de ses amis, commença à vaciller. La soif de vengeance était puissante, mais le désir de paix, de repos éternel, l'était tout autant. Elle avait été piégée dans un cycle, et maintenant, ces jeunes gens lui offraient une sortie. Léo, l'expression de son visage tiraillé entre la rage et la confusion, relâcha son emprise sur Henri. Le vieil homme s'effondra, toussant et haletant, le visage livide. L'énergie qui avait animé Léo se rétracta, le laissant faible et tremblant. Il tomba à genoux, Chloé le rattrapant juste à temps. « Élise » murmura Maya, s'approchant de Léo et posant une main sur son front. « Il est temps de partir. Ta vérité a été révélée, ta justice accomplie. Repose en paix. » Un frisson parcourut la pièce. L'air devint plus léger, l'odeur de fleurs fanées s'estompa. Les ténèbres qui avaient assombri les yeux de Léo se dissipèrent, laissant place à ses propres iris, fatigués mais clairs. Il regarda autour de lui, confus, ne comprenant pas pleinement ce qui venait de se passer, mais sentant le poids d'une entité le quitter. L'esprit d'Élise, avec l'aide des amis, avait enfin obtenu sa rédemption et la justice. Henri de Valois, hébété, ne pouvait plus nier. La vérité était sortie, et elle allait le consumer. Il fut exposé publiquement, la police, alertée par les cris et le désordre, arrivant peu après pour constater les dégâts et recueillir le témoignage, corroboré par Chloé et Maya, des aveux déchirants d'Henri. La police découvrit également les preuves matérielles que les amis avaient réunies. La libération de Léo de l'emprise de l'esprit d'Élise fut un soulagement immense, mais non sans séquelles. Il était épuisé, son corps endolori,
son esprit marqué par l'expérience d'être un réceptacle. Les amis réalisèrent le coût de leur intervention, le danger qu'ils avaient bravé, mais aussi la force inébranlable de leur lien. Ils s'étaient tenus ensemble face à l'indicible. Alors que les sirènes retentissaient au loin et que les lumières bleues clignotaient à travers les fenêtres brisées, un dernier signe de l'esprit d'Élise apparut. Une légère brise, douce et parfumée comme une fleur de printemps, balaya la pièce. Sur le sol, là où Léo s'était tenu, une seule fleur de lys, symbole d'innocence et de pureté, était apparue, fraîche et immaculée. C'était un message silencieux, indiquant son départ en paix. La bataille était terminée. Les conséquences de cette nuit cataclysmique se firent sentir longtemps après que le dernier gendarme eut quitté les lieux et que le soleil eut chassé les ombres. Pour Chloé, Léo et Maya, la vie ne serait plus jamais la même. Les murs de leur maison, bien que réparés, portaient les cicatrices invisibles d'une bataille qu'ils avaient menée contre un passé oublié. Leur amitié, cependant, était plus forte que jamais. Elle avait été forgée dans le creuset de la peur et du danger, prouvant sa résilience face à l'inimaginable. Ils avaient affronté la mort, la folie et le mal pur, et en étaient sortis, non pas indemnes, mais unis par un lien indéfectible. Le cimetière, jadis un lieu de terreur et de désolation, retrouva une paix inattendue. L'histoire d'Élise, enfin révélée et reconnue, avait apaisé les esprits tourmentés. La tombe profanée fut restaurée, une nouvelle pierre tombale portant son nom et un message simple. Élise de Valois, repos éternel, justice est faite. Les fleurs de lys y fleurissaient désormais, apportant une touche de couleur et de vie à ce lieu de repos. Chloé, la pragmatique, avait été la plus transformée par cette expérience. Son monde, autrefois régi par la logique et la raison, avait été brisé en 1000 morceaux pour être reconstruit avec une nouvelle compréhension de l'inexplicable. Elle avait appris à accepter que certaines vérités dépassaient l'entendement scientifique, que le voile entre les mondes était parfois bien plus fin qu'elle ne l'avait imaginé. Sa curiosité, autrefois académique, s'était muée en une quête de sagesse, une ouverture d'esprit qu'elle n'aurait jamais cru possible. Léo, l'aventurier téméraire, avait gagné en humilité. L'expérience d'être possédé, d'avoir son corps et son esprit manipulés par une autre entité, l'avait profondément marqué. Il avait vu la face sombre de la vengeance et la puissance destructrice de la haine. Moins impulsif, plus réfléchi, il portait désormais une gravité dans son regard, la conscience du poids de ses actes. L'objet maudit du cimetière avait été détruit, mais le souvenir de sa puissance restait gravé en lui, un rappel constant de la fragilité de l'existence. Quant à Maya, la rêveuse sensible, elle avait trouvé sa voie. Ses intuitions, jadis perçues comme des faiblesses, étaient devenues sa plus grande force. Elle avait appris à faire confiance à ses ressentis, à écouter les murmures du monde invisible. Sa capacité à percevoir les esprits, à empathiser avec eux, était devenue une bénédiction plutôt qu'une malédiction. Elle utilisait désormais ce don avec prudence et compassion, aidant parfois ceux qui étaient perdus entre les mondes, mais toujours avec le soutien et la protection de ses amis. Leur retour à une vie normale fut progressif et teinté d'une nouvelle perspective. Les bruits nocturnes ne les faisaient plus sursauter de la même manière. Les ombres dansantes n'étaient plus perçues comme des menaces. Ils avaient appris à vivre avec la connaissance que le monde était vaste et mystérieux, bien au-delà de ce que les sens pouvaient percevoir. Ils avaient conclu un pacte silencieux entre eux, ne jamais oublier l'épreuve qu'ils avaient traversée, mais aussi vivre pleinement chaque instant, chérissant la vie et la lumière qu'ils avaient failli perdre. Plusieurs mois après les événements, ils se retrouvèrent au cimetière, cette fois en plein jour. Le soleil inondait les allées, les oiseaux chantaient dans les arbres. Ils s'arrêtèrent devant la tombe d'Élise. Elle n'était plus un symbole de tragédie, mais de justice et de paix retrouvée.
Chloé déposa un bouquet de lys frais sur la pierre, Léo y ajouta une petite pierre polie qu'il avait trouvée au bord d'une rivière, et Maya ferma les yeux, une légère brise caressant son visage. Elle sentit une présence douce, éphémère, un dernier merci, avant de s'évanouir. Leur lien, déjà fort, avait été renforcé par cette épreuve commune, transcendée par la peur et la survie. Ils étaient devenus une sorte de famille, liés par un secret partagé et une compréhension mutuelle que peu de gens pourraient jamais connaître. Les rires résonnaient plus fort, les silences étaient plus confortables, et le simple fait d'être ensemble était un baume pour leurs âmes. Un sentiment de clôture les envahit alors qu'ils quittaient le cimetière, la main dans la main, leurs silhouettes s'étirant sous le soleil couchant. Le chapitre d'Élise était terminé, mais l'histoire de leur amitié, elle, continuait de s'écrire. Ils savaient que certains mystères resteraient à jamais sans réponse, des recoins de l'existence que l'humanité ne pourrait jamais totalement sonder. Mais ils avaient appris à embrasser l'inconnu, à respecter les frontières invisibles et à ne jamais sous-estimer la force de l'esprit humain, ni celle de l'au-delà. Leurs pas les menaient vers un avenir incertain, mais ils marchaient ensemble, porteurs d'une sagesse acquise au prix fort et d'une amitié éternelle.